Louis. Je pense que l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, d'autant plus depuis quelques années, repose beaucoup sur un discours qui est très marketé autour du sens au travail, où on attire plein de gens en leur faisant croire plein de choses. Et du coup, les gens sont prêts à renoncer à un salaire pour s'engager, pour la cause, tout ça. Et en fait, non, quoi. On peut pas justifier d'aller mal au nom de tout ça. Pour moi, c'est pas possible. Un travail qui a du sens. C'est ce que voulait Juliette, que vous venez d'entendre. Cette jeune trentenaire, qui a préféré témoigner sous un autre nom, vient de quitter l'association où elle travaillait depuis 1 an. Pour elle, comme pour beaucoup de gens, surtout jeunes, avoir un travail qui a du sens, c'est devenu un critère très important. Alors ils sont nombreux à se tourner vers le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Des entreprises, des organisations fondées sur l'utilité sociale et la solidarité. Ça faisait déjà un certain temps que, autour de moi, j'entendais des personnes de ce secteur évoquer des conditions de travail difficiles. Des horaires à rallonge, des salaires bas, des problèmes de communication, voire, dans les cas les plus graves, des humiliations, du harcèlement, du népotisme. Ça me paraissait étrange que dans ces boulots où l'on est censé faire le bien, ce soit aussi dur pour ceux qui y travaillent. Je me demandais si c'était seulement les gens avec qui j'échangeais ou si c'était un problème plus général. Et puis une journaliste spécialiste de l'économie sociale et solidaire, Pascale Dominique Russo, a écrit un livre qui s'appelle « Souffrance en milieu engagé ». Elle affirme que c'est un problème systémique, que c'est tout le secteur qui est concerné et qu'il est urgent de le réformer. Pourquoi systémique ? Parce qu'apparemment, agir au nom du bien légitime souvent d'abuser des gens. Je me suis demandé en quoi cette souffrance, dans ce milieu engagé, était liée à l'organisation actuelle du secteur. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Pascale Dominique Russo a travaillé plusieurs années dans une mutuelle qui s'appelle Quorum, dédiée aux salariés du secteur de l'économie sociale et solidaire. Là-bas, elle était chargée d'écrire une newsletter sur la santé au travail. L'ironie, c'est qu'en fait, dans sa structure, elle est témoin d'une grande souffrance chez les salariés. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été en dépression, notamment l'assistante de la direction, qui a été licenciée à 59 ans et qui n'a jamais retrouvé d'emploi. Il y avait aussi des personnes qui, dans les plateformes téléphoniques, avaient des envies de suicide. Je ne dis pas ça au hasard, Je dis ça, ces envies de suicide, elles ont été détectées après une étude qui avait été demandée par les instances du personnel. Et cette étude révélait qu'il y avait 3 personnes qui avaient eu des pensées suicidaires en raison de leur travail. Son lieu de travail, c'est le point de départ de sa réflexion. Ensuite, elle décide d'aller voir comment ça se passe ailleurs, dans le reste du secteur, notamment dans les associations, comme Emmaüs, France Terre d'Asile, ou encore le groupe SOS, 18 000 salariés, leader de l'économie sociale et solidaire en Europe. Et ça a donné son livre, Souffrance en milieu engagé. Pour elle, un des signes du malaise, c'est le taux de rotation. Les gens, en économie sociale et solidaire, ne restent pas à leur poste. Le taux de rotation à France Terre d'Asile est de 20 à 25%, ce qui est énorme. De même, à SOS, le taux de rotation du personnel est énorme. Je pense que la réponse, elle n'est pas dans la lutte, elle n'est pas dans la syndicalisation, elle est dans le départ, dans je quitte cette entreprise au bout de 2 ans. Et l'employeur, là, en l'occurrence Pierre-Henri, à la direction de France Terre d'Asile, eh bien, il dit ils s'en vont, que voulez-vous ? Ils s'en vont, c'est normal, ils ont fait leurs 2 années et c'est comme ça. Vous voyez, il y a une espèce de démission sur la qualité, sur l'exigence de qualité de l'emploi. Dans l'association de Juliette aussi, les gens partent très vite, parfois du jour au lendemain. Quand elle quitte l'association, elle est la 8e à partir en 6 mois, alors que la structure compte 25 salariés. C'était plutôt très enthousiasmant parce que c'est la nouveauté, que l'équipe était chouette, que le projet était super et que ça me plaisait beaucoup.
Donc au début, ça allait bien, mais assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai commencé à aller mal. Je me sentais très très fatiguée parce que à l'époque, je me levais à 7h le matin et je commençais à prendre mon petit-déj en travaillant et puis je m'arrêtais à 20h voire 21h. Comme dans beaucoup d'associations, on s'engage pour un projet et pour une cause et on est tellement habité par cette cause qu'on fait plus trop la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis en plus de ça, ça a commencé à mal se passer pour moi au bout de quelques mois parce que j'ai repéré quelques dysfonctionnements en interne et que j'ai osé un peu élever la voix contre ma direction générale. Et je me suis heurtée à un mur parce que le fonctionnement démocratique tel qu'il existait sur le papier, en fait, n'existait pas du tout dans la réalité. Et toute critique était vivement dénoncée et on poussait les personnes comme moi qui devenaient nuisibles du coup parce qu'elles voyaient les dysfonctionnements. Ces personnes-là, on les poussait vers la sortie. Et comme en fait ces structures-là embauchent beaucoup de juniors ou de personnes qui voient l'ESS comme le Graal dans le monde de travail d'aujourd'hui, où on veut tous changer le monde, où on veut s'engager pour une cause, etc. En fait, des personnes à la direction, comme dans l'asso où j'ai bossé, se disent non mais de toute façon ils se battent tous pour avoir ce métier, donc ils viendront jamais nous ennuyer sur des petits sujets qui pour eux ne sont même pas finalement des dysfonctionnements, ou en tout cas pas des dysfonctionnements graves. Et après, en effet, il y a une sorte de chantage implicite finalement sur le fait de pourquoi vous allez vous plaindre parce que on est dans une super belle association, la communication en fait est rayonnante, je veux dire on attire plein de talents, etc. Et donc du coup, une fois qu'on a ce poste-là, en fait, pourquoi on viendrait se plaindre alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui le voudraient, quoi. Et ça, moi, je l'ai vécu. Mais je connais plein d'autres personnes qui l'ont vécu en se disant je veux pas aller travailler en organisation classique parce que je crois beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, je crois au sens au travail qui est défendu dans ces structures-là et particulièrement dans celle où je travaillais. Et en fait, une fois qu'on déchante, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est pas possible en fait. C'est pas comme ça que l'histoire est écrite et racontée. Et donc ça ferait tâche en fait de dire que non, dans cette structure-là, en fait, il y a des dysfonctionnements. Dans ces environnements très engagés, c'est difficile de se plaindre de ces conditions de travail aussi, parce qu'au quotidien, les salariés sont confrontés à des situations très dures. Alors demander à travailler dans de bonnes conditions, confortables, ça semble un peu mesquin. Et ce travail qui est censé épanouir, donner du sens, il peut devenir un argument de chantage pour une direction qui en demande toujours plus à ses employés. C'est ce que constate Pascale-Dominique Russo. Il y a des jeunes salariés qui sont mal payés, qui interviennent dans les centres de rétention administratif. Donc avec des personnes qui vont partir, qui sont susceptibles d'être reconduits dans leur pays. C'est dans des conditions extrêmement dures quand même, hein. Ou qui travaillent avec des jeunes migrants. C'est des personnes en grande souffrance. Donc c'est des salariés qui sont confrontés avec la dureté de la vie. Et cette mission, ils ont du mal, du coup, à eux, de leur côté, à être revendicatifs. Je pense qu'il y a une très très grosse culpabilité, même une très grosse culpabilité du côté des salariés. Et ça, on le retrouve un peu partout, que ce soit à France Terre d'Asile, que ce soit à Emmaüs, que ce soit un SOS, c'est-à-dire du côté des salariés, il y a une forme d'engagement militant qu'on peut appeler une forme de servitude volontaire. Il faut raison garder et c'est très compliqué pour les salariés et ils se sentent investis et c'est difficile pour eux de ne pas mélanger. Il n'est pas rare à SOS de dire à des salariés « Mais si tu veux partir ailleurs, tu peux, tu sais, il y a beaucoup de monde à la porte qui attendent. Donc vraiment, tu peux t'en aller. Mais vraiment, pourquoi est-ce que tu veux une augmentation ? Franchement, on voit pas pourquoi. Ici, c'est un travail qui a du sens. Tu sais, tu ne mérites vraiment, on ne voit pas pourquoi. » Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller mal si on veut faire le bien ? Apparemment, c'est ce que pense le boss de Juliette. J'étais vraiment très fatiguée à ce moment-là. Je dormais mal, je pleurais beaucoup. Et je me souviens très bien de propos que mon directeur général m'a tenus à cette époque-là où il m'a vu pleurer en rendez-vous. Mais vraiment, j'étais en larmes. Je ne pouvais pas... j'étais vraiment très très mal. Et il m'a regardée et il m'a dit « Mais
Tu sais, c'est normal de pleurer dans l'ESS parce qu'il y a une émotivité plus forte qu'ailleurs. Et j'ai jamais oublié cette phrase et je pense que je pourrais jamais l'oublier parce que je me suis dit mais qui peut dire une chose pareille? Et surtout, quel patron peut dire un truc pareil? Parce que c'est pas normal en fait de voir un salarié pleurer en face de soi et justifier ça en disant que dans l'ESS en fait c'est normal. C'est pas vrai. Son patron joue celui qui ne comprend pas. Et il confond les pleurs par empathie, parce qu'on peut être témoin de situations difficiles, avec ces larmes-là, bien différentes, celles en l'occurrence de la souffrance au travail. Et puis juste après, en fait, il m'a tenu un propos que j'ai jamais oublié non plus, c'est qu'il a fait référence à une de mes collègues qui est partie du jour au lendemain et a fait quand même une dépression. Et ce que j'avais pas vu à l'époque, et il m'a dit tu sais, c'est quand j'ai vu telle personne pleurer dans mon bureau que j'ai compris qu'il fallait l'accompagner vers la sortie. Et du coup, je suis restée sans voix et je continuais à pleurer parce que je me suis dit mais est-ce que je suis la prochaine sur la liste? Donc ça, c'était très dur et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas et j'étais prête à tout abandonner parce que je me suis dit je suis pas au travail pour ça en fait. J'ai pas été bénévole pour ça. Et puis finalement, j'ai repris un peu le dessus et puis après les choses se sont peu à peu rétablies et puis mon directeur général m'a encensé à mon entretien annuel comme si en fait tout allait mieux et puis en fait tout a dérapé encore quelques mois après. Et là, la souffrance, elle s'est matérialisée par le fait que je pleurais tout le temps, que j'avais tout le temps peur de m'exprimer auprès de mes collègues ou auprès de ma direction, que je savais que le moindre rendez-vous avec mon patron, il allait pas m'apporter de la considération, mais dès qu'il pouvait me taper dessus, pas physiquement bien sûr, mais du coup avec des propos et des menaces, des humiliations ou des reproches qui étaient sur des choses complètement infondées, je savais qu'il pouvait le faire. Et puis du coup j'en suis venue à perdre du poids, à plus avoir envie de manger correctement, je dormais très très mal. Et je faisais des crises d'angoisse et en fait, j'ai commencé à me dévaloriser complètement et à perdre confiance en moi, mais y compris dans ma vie personnelle. Et ça, maintenant, je suis sortie de la structure, mais c'est des réflexes que j'ai gardés en fait. Parce que il nous a mis dans un schéma où au début on est valorisé et puis après, dès qu'on devient un peu nuisible pour la structure, on est poussé à bout pour partir. Et ça, je suis pas du tout la seule à avoir vécu ça. Donc je l'ai vraiment ressenti très fortement et je me suis retrouvée en arrêt maladie parce que j'en pouvais plus. Et je considère qu'à partir du moment où on a trop peur de se lever le matin pour aller travailler, c'est que c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Pour Juliette, évidemment, la déception est d'autant plus grande qu'elle attendait beaucoup de ce job et de ce secteur. Je trouve que en fait les personnes, en tout cas mes collègues et moi, des échanges que j'ai pu avoir ces derniers mois, c'est qu'en effet, beaucoup se sont engagés dans le milieu associatif, dans l'ESS de manière générale, en se disant qu'on espérait trouver de plus belles valeurs qu'ailleurs. Je caricature beaucoup, mais il y a plein de gens qui vont dire, et encore je caricature à peine finalement, mais qui vont dire attends, moi je veux pas bosser pour une grande entreprise, les méchants capitalistes, je vais aller en association. Et puis il y a plus de valeur, on va aider, en effet on s'engage pour le bien commun, etc. Donc en fait je pense que en s'engageant dans cet écosystème-là, on s'attend à ce que ces structures soient exemplaires. Et par exemple, contrairement au secteur marchand, on va quand même toucher du mécénat, on va quand même toucher des subventions publiques. Quel gâchis en fait. Parce que ce financement-là, cet argent public, il vient financer un mode d'organisation où il y a un turnover énorme et où en fait l'argent il est gâché à recruter, former des gens qui s'en vont, de nouveau recruter, former, etc. Et c'est pas pérenne en fait. Et je me suis fait récemment une réflexion, je me suis dit mais je ne comprends pas pourquoi finalement, par exemple dans les collectivités qui financent des associations, il n'y a pas une sorte de conditionnement du financement d'une structure liée au bien-être au travail dedans. En fait, à l'origine, ces associations, elles fonctionnaient uniquement avec des bénévoles. Le salarié, c'est un peu la pièce rapportée dont la direction ne sait pas trop quoi faire. J'ai été stupéfaite d'apprendre par exemple que le service ressources humaines de Emmaüs a été créé en 2013, alors que la structure existe depuis 1954 et qu'elle compte aujourd'hui près de 8000 salariés. À France Terre d'Asile, c'est la même chose. L'association date des années 70, le service RH des années 2000, et il a fallu la pression de grévistes pour qu'il existe. Dans l'association de Juliette, la directrice des ressources humaines, elle n'avait jamais fait de ressources humaines. Un simple exemple, la personne ne savait même pas distinguer une convention de stage d'un contrat de travail, ne savait pas quelles étaient les sources de droit. Mais en fait, nous, tout était n'importe quoi.
Et tu vois, même dans un autre cadre, je me suis rendu compte, j'ai quand même travaillé un peu en collectivité et j'ai entendu une personne une fois dire à une association, non mais de toute façon, le code du travail ne s'applique pas de la même façon dans les petites associations qu'ailleurs. Mais c'est pas vrai du tout. En fait, il y a un droit du travail pour toutes les organisations. Mais chez nous, tout ça, c'était bafoué. Et puis comme mes collègues, en fait, ne connaissaient pas leurs droits et ne savaient pas vers qui se tourner, et ben en fait, personne ne se sentait légitime pour remettre en question le système établi. Donc moi, je pense que dans les structures de l'ESS, il y a un vrai sujet qui est le fait que la fonction employeur, souvent, elle n'est pas pensée. Et que au-delà de tout ça, et ben on se dit que parce que les gens s'engagent pour changer le monde et pour une cause, et ben on va pouvoir faire passer tous les dysfonctionnements sans que ce soit remis en question. Je pense que moi la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir en parler avec mes proches ou avec certaines de mes collègues et anciennes collègues parce que c'était nécessaire et que dans ces moments-là, en fait, tout seul, on n'arrive pas. Ça peut être justement en parlant avec les personnes qui sont élues au CSE pour représenter les intérêts des salariés. Alors le problème, c'est que nous, on n'en avait pas, donc je pouvais pas me tourner vers eux. Et je pense qu'on n'est pas dans une génération qui a l'habitude de se tourner vers les syndicats, mais en fait, c'est beaucoup de conseils et ça fait du bien. On peut aussi se tourner vers la médecine du travail parce que on peut faire reconnaître par la médecine du travail qu'il y a de la souffrance au travail. Bon, nous, il n'y avait pas de médecine du travail. Et puis surtout, il faut pouvoir sinon se tourner vers la gouvernance. Pour Pascale Dominique Russo, cette absence de structure est un problème généralisé. Et le manque de contrôle interne dans les associations est une des raisons de la souffrance au travail des salariés. Ces organismes ont souvent grandi trop vite, sans direction précise, sans politique managériale, et avec des patrons tout-puissants qui ne rendent de compte à personne et qui ignorent qu'ils ont aussi des devoirs. C'est vraiment des employeurs qui ont du mal à se reconnaître comme de véritables employeurs. Il y a une confusion pour les employeurs entre militantisme et direction. C'est-à-dire, être employeur, c'est avoir quand même des devoirs vis-à-vis de ses salariés. Or, il n'y a pas de contrôle à SOS, il n'y a pas de contrôle à France Terre d'Asile. Ces directeurs sont cooptés, ces deux grands directeurs qui sont connus, Pierre-Henry, qui est très connu, donc on peut en parler, c'est une personnalité publique, ainsi que Jean-Marc Borrello, ce sont des gens qui sont même pas cooptés. Les conseils d'administration sont cooptés, c'est des systèmes verrouillés, et ils font ce qu'ils veulent, ils agissent en patriarches. Et donc ça, c'est une vraie question de démocratie à l'intérieur ça c'est un système. Il faut dire ici que France Terre d'Asile est dirigée par Pierre-Henry depuis 1997. Ce mois de septembre, il part en retraite, après plus de 20 ans au même poste. Il y a dans la structure des associations, dans les statuts, des associations, il y a normalement une organisation démocratique. Or, justement, il n'y a pas ce que je disais lorsque j'explique l'absence de structure démocratique, lorsqu'il n'y a pas d'assemblée générale, lorsque tout est délégué au directeur qui a tout le pouvoir sur tout. C'est quand même très important ces phénomènes de centralisation, de concentration du pouvoir autour d'une personne ou d'un directoire absolu ou d'une direction. Et c'est pour ça que je peux parler d'un mensonge, puisque dans les statuts d'une structure associative figure la promesse démocratique. On assiste à des phénomènes, et ça c'est l'enquête qui le dit, à des phénomènes presque de gourou. On arrive presque à des phénomènes de prise de pouvoir par un cénacle, par une ou deux personnes non contrôlées. Et c'est en ce sens-là que je parle de mensonge. Et c'est cette question de ce qu'on appelle la gouvernance, c'est peut-être un peu compliqué, mais disons, comment on traite les salariés, tout simplement, devrait intéresser Or, justement, à SOS et à France Terre d'Asile, il n'y a aucun droit, le conseil d'administration n'a pas de droit de regard sur la gestion des salariés. Est-ce qu'on ne peut pas attendre mieux d'élus qu'ils se mêlent quand même de la gestion des ressources humaines, de la gestion des salariés, quand ils voient de la souffrance, beaucoup de souffrance au travail? Pour Pascale Dominique Russo, ce qui a aggravé cette souffrance, c'est un tournant pris par le secteur il y a maintenant quasi 20 ans.
la mise en concurrence. Les associations deviennent des business comme les autres. Juliette l'a constaté aussi. Nous, en effet, c'est vrai qu'on est une structure associative, mais en fait, on avait des objectifs vraiment à l'année de remplir. Alors, c'est pas du chiffre d'affaires comme on peut avoir dans d'autres organisations, mais c'est d'aller lever tant de financement, que ce soit par de la subvention, du mécénat ou de la vente de prestations de services, par exemple. Et en fait, ces objectifs sont parfois inatteignables. Et il y a des structures qui essayent de mettre en place pas un système de primes parce qu'ils y sont pas forcément encore, mais parfois si quand même, entre de la prime individuelle ou de la prime collective, on reproduit les mêmes schémas que dans les organisations, mais avec un cadre qui n'est pas le même, et puis avec des salaires même qui sont pas du tout les mêmes. Enfin, on est clairement bien en dessous de salaires dans le privé, et je parle même pas de ces histoires de primes. Donc oui, il y a des reproductions qui se font dans le milieu associatif, mais qui se font pas bien, à mon sens. La tendance en vogue, c'est celle du social business. Pascal Dominique Russo date ce mouvement des années 2000. Le social business, c'est penser qu'on peut faire on peut faire du chiffre. On peut faire que l'alpha et l'oméga d'une association, c'est faire du chiffre et faire du quantitatif. C'est oublier la qualité du service et la qualité des relations humaines. Par exemple, c'est ne prendre en compte que les tableaux, c'est considérer qu'une association est une entreprise commerciale, comme une autre. C'est ça le social business. C'est malheureusement ce qui explique cette orientation délétère qui s'est peu à peu mise au jour depuis les années 2000. Il faut bien entendu compter avec des chiffres. On ne peut pas vivre sans les chiffres. Mais qui compte qu'avec des chiffres. Il y a un très bon exemple d'une personne qui témoigne chez Emmaüs Solidarité, qui explique que lorsqu'elle accompagne pendant une demi-heure, pendant 6-7 heures, une personne à la préfecture, son travail n'est pas pris en compte. Le nombre d'heures, quand elle remplit les tableaux pour obtenir des subventions, ce travail-là n'est pas comptabilisé. Donc ça, c'est un très bon exemple c'est pas de la rentabilité immédiate, mais c'est de la qualité pour l'intégration des gens. C'est-à-dire qu'en termes d'insertion sociale et en termes d'aide aux migrants, d'aide aux réfugiés, à ceux qui vont obtenir le statut de réfugié, c'est vraiment les aider à l'obtenir. Mais ça, c'est pas pris en compte. Cette concurrence a d'abord concerné le social, le médico-social, puis l'ensemble du secteur associatif. Et cette concurrence fait qu'elles sont toutes obligées de répondre à des appels d'offres. Appel d'offres signifie concurrence, signifie il faut être le moins cher possible. Donc la qualité et l'exigence de qualité du service rendu et aussi à embaucher de nouveaux profils à des coûts moindres, si vous voulez. Donc l'exigence de qualité et de salaire a diminué. Un exemple qu'elle évoque, c'est celui des centres de rétention administratifs, pour les personnes qui ont reçu des obligations de quitter le territoire français. Comme à côté de Roissy, où les conditions de détention sont très dures, la violence comme les tentatives de suicide font partie du quotidien. Avant 2007, ils étaient gérés par la CIMAD, une association de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile. Sous Sarkozy, il y a eu cette volonté de ne pas laisser une seule association s'occuper des centres de rétention administratifs et d'introduire une concurrence. Et la raison invoquée par le gouvernement était de mettre fin au monopole, entre guillemets, de la CIMAD sur ces centres. Donc c'est à partir de ce moment-là que sur les centres de rétention administratifs, en tous les cas, la concurrence a commencé. Ce qui signifie, dans les appels d'offres, pour les centres de rétention administratifs, il y a une concurrence qui a été instaurée sous prétexte qu'il n'y ait pas de monopole. Mais en fait, il y avait un enjeu politique derrière. À l'époque, la CIMAD dit sa crainte que les prestataires qui remportent les appels d'offres soient, je cite, «
les moins critiques et donc les moins efficaces dans la défense des droits des étrangers. Sur le terrain, les salariés sont désormais coincés entre, d'un côté, leur mission, défendre ces gens, et ce qu'ils doivent dès lors faire pour remporter un contrat, vanter leurs faibles coûts et leur efficacité logistique dans une politique du chiffre contre nature pour une association. Évidemment, cette pression de rendement, avec une baisse des moyens, pour des gens qui se sont engagés souvent par conviction, c'est pas évident. Donc, si on résume le constat de Pascal-Dominique Russo, il y a une mise en concurrence, un pouvoir trop centralisé et non démocratique, un droit du travail pas respecté et des gens pas formés au management, tout ça au nom d'un boulot qui a du sens. Alors pour elle, ça donne un cocktail explosif. Mais je pense que la situation est grave et alertante. Elles doivent absolument changer leur gouvernance. Il faut absolument qu'elles aient une vision, que leur gouvernance prenne en compte la gestion des ressources humaines, qu'elles ne se retrouvent pas, quand elles sont très grandes, dans des situations comme France Télécom, et avec la crise sanitaire et sociale qu'on vient de vivre, la situation des associations qui étaient déjà pas fameuses va faire que les difficultés ne vont que s'amplifier. La baisse de l'emploi a été constatée, et notamment dans les associations culturelles. Je pense qu'on va assister à une saignée, quoi. Donc, on ne peut que souhaiter qu'il y ait quand même des mesures prises, des mesures avec de l'argent, quoi, soient vraiment prises pour le secteur, les politiques publiques soient favorables suite à la crise pour reconstruire et restructurer le secteur, mais au-delà de ça, que soient repensées aussi les politiques publiques vis-à-vis de ce secteur. Il faut vraiment qu'on reconsidère les associations comme un vecteur des politiques publiques, un vecteur de lien social, d'autant plus qu'on a vécu cette crise. Alors dit comme ça, on dirait qu'on va droit dans le mur. Oui, mais, dit la chercheuse, il y a aussi des exemples positifs, comme celui de Greenpeace. Depuis 2015, c'est ce qu'elle explique, après plusieurs burn-out dans l'association, il y a des aides psychologiques qui ont été mises en place de manière pérenne, un syndicat en interne, des managers formés à la bienveillance. Alors ok, la bienveillance ça peut faire rire, mais vu d'où on part, c'est plutôt pas mal. La raison pour laquelle ça fonctionne, selon elle, c'est que Greenpeace est une structure de 120 salariés qui ne veut pas forcément s'étendre indéfiniment et qui a un confort financier grâce à ses donateurs. Le résultat, selon Russo, c'est que pour les salariés de Greenpeace, il fait plutôt bon vivre, en tout cas bon travailler, preuve qu'il est possible de changer. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. À bientôt!